Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Acteur, comédien et scénariste, l'Instant Pur Cinéma reçoit pour son 3e épisode Ted Etienne. Et avant toute chose, Ted, bonjour, comment ça va? Oh bah ma foi, ça va, en plein déménagement en ce moment, donc comme je le disais, j'ai la tête dans les cartons, les meubles, tout ce qui fait le plaisir d'un déménagement. Donc là, j'en vois le bout. Heureusement, ça y est, après 3 semaines, j'attaque les derniers cartons, donc ça va, me libérer encore un peu d'espace, dans la tête, pas forcément dans l'appart, mais du moins dans la tête et ça, c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est sûr qu'en plus avec mon emploi du temps, j'imagine que c'est un peu tendu, quoi. Bah, j'ai que les week-ends et mes lundis, mardis, entre guillemets, de libre. Et encore, c'est pas quand je suis en tournage, comme la semaine dernière où j'étais en tournage pour un court-métrage pour lutter contre la grossophobie. Et donc, tu vois, ça me prend mes 2 jours off, entre guillemets. Donc, c'est vrai que bah, tout de suite, ça retarde un petit peu plus les différentes activités autres. Mais c'est pas grave. Voilà, on s'organise. Et ben pour l'heure, on attaque avec la première partie, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Donc t'as étudié le théâtre d'improvisation au Mans, et puis t'as eu une formation de doublage avant de suivre les cours Florent. Comment ça s'est passé, tes études? Alors oui, j'ai énormément appris dans une école qui s'appelle Quai de Seine, qui se trouve au Mans, et j'ai fait effectivement 12 ans de théâtre d'improvisation avec comme professeur Jean-François Cochet, qui était un très bon prof de théâtre et qui m'a effectivement donné le goût et surtout appris les bases de mon métier. Voilà, donc savoir jouer et surtout savoir jouer juste, ça c'est hyper important. Et avoir cette faculté qu'on demande de plus en plus sur les plateaux, qui est celle d'improviser, c'est-à-dire que maintenant on a un texte qui est donné et très souvent le réalisateur nous dit mais n'hésitez pas, si vous voulez improviser quelque chose, feu. Après, je vais pas te mentir, le cours Florent, pour moi c'est une école inutile au possible, parce qu'elle coûte très cher, parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette école et qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il y a des gens de tout âge, de tout horizon. Alors on pourrait se dire cool, mixité sociale et compagnie, mais au final on se rend bien compte très rapidement que, à part pour faire des beuveries et finalement regarder les autres jouer, au lieu que toi tu joues, enfin on parle quand même de 3 heures de cours par jour. Et clairement, si on est devant les autres à jouer pendant 10 minutes dans ces cours-là, c'est déjà extraordinaire. Et surtout, ça me prend 500 balles par mois. Et donc voilà, et ça remet 400 nouveaux comédiens dans la machine. Et on va pas se mentir, le dernier très connu de cette école, c'est Pierre Ninet. Et Pierre Ninet, c'était 2007. Enfin, à un moment donné, ça montre que cette école est dans une certaine impasse et qu'il faut arrêter d'aller dans cette école. Moi, je me suis fait avoir parce que bah, le premier chant de sirène qu'on entend quand on est de province, si on veut être comédien dans ce monde, bah, on se dira bah, c'est forcément le cours Florent parce que oui, il y a eu des noms illustres qui y sont allés, ils sont nombreux, mais les professeurs qui ont enseigné, je dirais, à ces gens-là ne sont plus là. La moelle de ce que faisait Florent n'est plus là, selon moi, et c'est juste devenu un énorme gagne-pain, un aspire-fric qui est vraiment néfaste pour n'importe quel jeune comédien
qui veut y aller. Alors, on nous dit que vous êtes là pour former une famille avec les autres qui sont autour de toi, mais je suis désolé, on a tous envie de jouer. Il y a très peu de rôles au cinéma, donc la famille, c'est un peu un mensonge dans l'idée de dire ah, mais t'inquiète, lui, il va t'aider. Non, lui, il va pas t'aider. Lui, s'il peut baiser ton rôle, il va le faire. Voilà, donc, ouais, non, Florent, je le déconseille très fortement à quiconque veut faire ce métier. Allez plutôt dans des MJC ou des centres sociaux faire du théâtre d'improvisation, ou alors approchez-vous d'associations qui font ça. Ça vous coûtera 10 fois moins cher, vous apprendrez 10 fois plus et vous aurez envie de faire ce métier, pas du tout comme ce que peut proposer cette école. Voilà, j'espère que Florent a pris sa dose. Ouais, on les embrasse. Bah, je vous fais gagner 15 000 balles, je suis quand même un mec cool, non merde. C'est clair. Et voilà. Bon, vous commencez ensuite à tourner dans de nombreuses publicités avant d'enchaîner sur des courts-métrages, en bossant notamment avec Cyprien pour L'Autre Moi, avec Anaïs Azeb pour le Nikon Film Festival dans Prix en Flag, et puis pour Thomas Combray dans Squat Squat, et enfin avec Fabien Olicard très dernièrement. Tout à fait, ouais, pour le Cube de Diamant. Ouais. Le court, c'est un passage obligé pour évoluer vers les longs-métrages ou pas du tout? J'ai envie de te dire oui et non. Alors, pourquoi oui et non? La première idée serait de dire que le court-métrage, effectivement, c'est déjà une première approche de ce que peut être la fiction, à la fois ce qui se passe à la télé et au cinéma, et que donc ça nous permet d'avoir un premier contact avec la caméra, avec une équipe technique, l'apprentissage d'un texte, etc. Donc, on peut estimer que le court-métrage est formateur. Ça, c'est une première chose qui est réelle. La deuxième, de dire que finalement, il faut passer par les courts-métrages pour obligatoirement faire des films, j'ai envie de te dire non. Pourquoi? Parce que le court-métrage, aussi bien qu'il puisse être, c'est-à-dire qu'il gagne Clermont-Ferrand ou qu'il gagne Cannes ou qu'il gagne quoi que ce soit d'autre, on a vu des gens remporter des milliers de prix et finalement ne jamais exploser dans le cinéma en tant que tel. Donc c'est pour ça que c'est pas une obligation. Tu vois, je pense que c'est formateur et qu'il faut le faire. N'hésitez pas à vous rapprocher des différentes écoles comme la FEMIS, le CLCF, enfin bref, des écoles qui justement forment des réalisateurs et qui recherchent tout un tas de comédiens, justement pour leur fiction. Après, j'ai envie de dire, le cinéma, c'est beaucoup de chance. Au-delà du talent, moi c'est ce que je dis, on est 100 000 comédiens en France à l'heure d'aujourd'hui. J'estime qu'il y en a au moins 10 000 qui sont très bons. Voilà, voire peut-être 5 000. Allez, si je suis vraiment bâtard, je dis qu'il y en a 5 000 qui sont exceptionnels, d'accord? Je suis désolé, à l'heure d'aujourd'hui, on connaît à peine 50 ou 60 comédiens ou comédiennes, et je mélange les deux quand je dis 60, dans le milieu du cinéma. Donc, il faut arriver à faire sa place. Comment faire sa place? Moi, je pense que passer par le schéma figurant, silhouette parlante, petit rôle, second rôle, premier rôle, je pense que c'est le chemin le plus valorisant, entre guillemets, enfin, du moins le plus naturel, voilà, que peut proposer le cinéma. Effectivement, tout à l'heure, je parlais de festivals. Il y a aussi des chasseurs de tête dans les festivals. Mais de toute façon, il faut se dire une chose, si vous voulez faire de la fiction, il faut un agent, d'accord? C'est-à-dire que vous ne ferez pas de fiction, du moins dans les rôles principaux, si vous n'avez pas d'agent, c'est-à-dire au cinéma ou dans des séries télé. Ça n'existe pas, il faut absolument un agent, d'accord? Les très rares qui arrivent à fonctionner son agent, justement, c'est les exceptions qui confirment la règle. Pourquoi je dis ça? Parce que les Dearcast, donc, qui est quand même le métier le plus important pour nous, moi, c'est ce que je dis toujours, être pote avec des réals, des comédiens, bon, bah, c'est sympa. Mais ceux qui font vraiment bosser les comédiens, ce sont les Dearcast. Et d'ailleurs, on leur rend pas assez honneur, parce que c'est eux qui font les films. On se le dit pas assez, hein. Sans un bon Dearcast ou une bonne Dearcast, d'ailleurs, majoritairement, c'est un métier féminin, eh bien, on n'aura pas de chef-d'œuvre comme on peut le voir au cinéma aujourd'hui. Donc, c'est hyper important qu'on le souligne et qu'on les embrasse. Et donc, ce sont souvent eux qui, lors de casting sauvage ou de casting organisé pour des petits rôles ou justement figure silhouette, arrivent à repérer. Des fois, c'est sur le plateau que ça se joue. On est là, tiens, il nous faut machin, viens machin, hop, tu passes de figurant à silhouette parlante. Et puis, on se rappelle de toi parce que... Et c'est un mécanisme, c'est un cercle vertueux, voilà, qui s'organise. Ça n'existe pas le comédien qui vient et qu'on a choisi dans la rue parce qu'il était là au bon moment. C'est arrivé une fois avec Vincent Lacoste et donc tout le monde l'utilise un peu comme exemple. Effectivement, il était dans une cantine, on cherchait des mecs plutôt dégueulasses pour faire les beaux gosses. Il était là, ça a matché, tant mieux pour lui, ça arrive. Mais c'est
très, 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 très rare. Mais rien n'est perdu. Voilà, très souvent, on se dit, oui, avant 30 ans, si ça n'a pas explosé, bon, bah, c'est un peu baisé. Bon, on a certaines exceptions, encore une fois, qui confirment la règle. Je prends De Funès qui a explosé à 45 ans, ou Berléand qui a explosé pareil vers 40 ans. Enfin voilà, il y a encore des possibilités, des coups à jouer. Mais bon, bah, c'est vrai que il faut quand même se dire que c'est bien d'avoir fait du théâtre et qu'on soit avant 30 ans, parce que bah, voilà, les réals et les dircas aiment bien découvrir en fait cette jeune génération qui va faire le cinéma de demain. Tu vois, ce que tu es en train de me dire, ça me fait énormément penser à Babylone, le film de Damien Chazelle qui est sorti il y a pas longtemps. Moi, je l'ai déjà vu 2 fois et c'est vrai qu'il y a un passage où Margot Robbie arrive sur le plateau de tournage en fait et elle se retrouve un peu mêlée, un peu malgré elle à un tournage, et puis on lui dit bah tiens, tu vas te maquiller, tu y vas, et puis elle fait sa scène et puis en fait elle est remarquée, et puis de là ensuite elle explose et elle joue tous les plus gros rôles. Bah oui, c'est ce qui se passe majoritairement. En fait, le souci que j'ai moi par exemple avec les écoles comme Florent, c'est qu'on te vend la bande à Fifi, tu vois. C'est-à-dire une bande de copains qui se sont rencontrés à l'école, comme le Splendide, comme la bande à Canet. Bref, il y a 3 ou 4 bandes comme ça assez emblématiques. Et donc, effectivement, ils sont dans l'idée de faire tourner les potes et on fait des films ensemble, etc. D'accord. Bah, sauf que dans les faits, bah, ça n'existe pas ou très peu. Ok, pour faire des pièces de théâtre qui seront vues par 50 personnes, tu vois, et on sera bien heureux d'avoir fait cette prod incroyable, voilà, mais à part se tirer sur la tige, j'ai envie de te dire, ça n'apporte rien de plus, tu vois. Alors certains diront, oui, mais c'est de l'artistique, faut pas critiquer, etc. Je ne critique pas, mais c'est un fait. Enfin, c'est-à-dire que si les gens pensent que dans les écoles, les bandes qui sont créées feront de grandes choses, ben, il y en a quand même très très peu. Tu vois, il faut être assez lucide sur les chiffres. Et de temps en temps, effectivement, il y en a un qui est pris au sein d'une équipe. Par exemple, je prends Ninet, qui est apprécié par exemple par la bande à Canet, enfin des choses comme ça. Les familles s'agrandissent plutôt que de nouvelles bandes apparaissent. On ferme la porte à personne. Effectivement, si de temps en temps, il y a une équipe qui peut s'en sortir, mais tant mieux, tant mieux. Le but est que tout le monde puisse manger un bout du gâteau. Tu vois, on n'est pas là à se garder les miettes les uns avec les autres. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence, c'est quand même relativement rare, donc voilà. Et donc on continue tout ce parcours pour en arriver au long métrage OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire en 2019. Oui. Il y a eu Les Trésors du Petit Nicolas en 2020. En 2021, il y a eu L'école est à nous, Les volets verts avec Gérard Depardieu. Et puis là, en 2023, Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu. Et ensuite, Alibi.com 2 avec Philippe Lachaud, qui est sorti en début de mois, le 8. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Juste une semaine après Astérix. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait de voir son travail aboutir, ou du moins en arriver là, réussir à intégrer des grosses machines comme ça? Bah, c'est toujours une immense fierté, parce que très souvent, le métier de comédien, c'est énormément de surprises. Quand je dis ça, c'est que en fait, un comédien, c'est essentiellement une personne qui a, entre guillemets, dans les mains un talent, celui de pouvoir jouer des choses, et qui attend qu'on vienne le chercher principalement, ou alors il force le destin, et moi c'est ce que je préconise auprès des gens, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un agent, vous entendez parler de tel projet, tel projet, tel projet, vous dites à votre agent, moi tiens, ça m'intéresse, appelle-les pour proposer mon profil. Mais imaginons, vous n'avez pas d'agent, bon bah c'est vrai que des fois on est un peu démuni. Et en fait, ce qui fait la surprise de ce métier, c'est qu'il y a des journées où on est là un peu morose, putain, c'est bizarre, on m'appelle plus, qu'est-ce qui se passe? Bref, et le lendemain, on vous appelle 3-4 fois pour 4 castings, et la vie reprend. C'est ça qui est passionnant dans ce métier. Et pour revenir sur ces grosses productions, c'est vrai que ça a été énormément de coups de chance et de coups de promo. Et je remercie mon agent Laurence Couder, qui est de l'agence Arc-en-Ciel à Paris, qui m'a mis sur tous ces beaux projets qui font aujourd'hui ma carrière. Je remercie aussi une deuxième personne qui s'appelle Myriam Amari, qui est une directrice de casting et qui est ma marraine dans le milieu. C'est elle qui m'a présenté Laurence, et elle m'a pris sous son aile. C'est une amie très chère. On s'est entendu tout de suite, et c'est vrai que bah, voilà, notre métier, c'est des rencontres. Et la chance qu'on a, c'est que bon, bah, faut être des fois au bon endroit au bon moment. Moi, c'est ce que je dis toujours, il faut savoir, il y a le faire savoir et le savoir-faire. Le savoir-faire, il y a beaucoup de gens qui en ont, mais le faire savoir, très peu. Et c'est vrai que bah, par les rencontres, on arrive à faire le fameux faire savoir qu'on existe, savoir qu'on est prêt et disponible pour jouer. Et à partir de là, bah oui, il y a des gens qui pensent éventuellement à vous. Après, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un physique atypique, ce qui fait que quand on a besoin d'un petit gros dans le monde du cinéma, alors d'aujourd'hui, on m'appelle, ce qui fait plaisir. Mais voilà, il faut savoir en fait quel emploi on a dans ce métier. Et une fois qu'on sait
notre place, il est beaucoup plus facile d'intégrer des grosses productions. Voilà. Aussi bien des petites d'ailleurs, hein, attention. Hein. Tu t'es jamais essayé au jeu du comédien de doublage? Alors, la différence qu'il y a entre comédien et comédien de doublage, c'est que comédien de doublage appelle à d'autres compétences que comédien tout court. Comédien tout court, on t'apprend à jouer, on va dire, juste. C'est déjà une bonne chose. Comédien de doublage, il faut savoir jouer juste, mais en plus, il faut savoir lire une bande rythmo dans les temps que le comédien est en train de dire à l'image. Donc, c'est-à-dire qu'il faut lire, observer un comédien, être dans son émotion et dire son texte de manière juste. Ce qui fait énormément de choses à maîtriser. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vais pas mentir, je ne suis pas sûr de pouvoir maîtriser la lecture d'une bande rythmo. Pourtant, j'ai beaucoup de copains qui sont dans le milieu du doublage, voilà, et je suis admiratif de leur travail parce que j'estime que la plupart sont bien plus talentueux que la plupart des gens que l'on voit, je dirais, à l'image, et que en plus, c'est eux qui nous font apprécier les films parce que ce sont leur qualité de doublage qui font qu'on accroche peut-être plus à un personnage, à un acteur identifiable. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que quand il change cette fameuse voix par une autre voix dans un film, tout de suite, on a un affect qui s'enlève en mode « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette voix C'est bizarre, d'habitude, c'est telle voix. » Alors, le vrai problème de ce métier de doublage, c'est qu'on ne connaît pas forcément le nom des gens qui doublent, parce que malheureusement, ils font un tel bon travail qu'en fait, ils sont cachés derrière l'acteur qui le double ou l'actrice qui le double. Donc voilà. Et le deuxième, c'est que malheureusement, très souvent, comme c'est la voix de comédiens et comédiennes du milieu du cinéma, on ne les embauche pas comme acteurs parce qu'on ne veut pas avoir ce retour en mode « Ah, mais t'as vu, c'est la voix de Nana qui fait ça ». Bref, ils sont malheureusement dans un métier de niche. Voilà. Pour le moment, comme je te l'ai dit, moi, je ne maîtrise pas totalement cette faculté. Tout à l'heure, je parlais avec Boris, qui est la voix de Joël dans The Last of Us, par exemple. On l'a appelé parce qu'il devait refaire une phrase sur l'épisode 7 ou 8. Et ouais, mais il aurait été, je sais pas moi, n'importe où dans le monde. Ça aurait pu être galère. Même si, encore une fois, c'est de la voix, ça peut s'enregistrer. Bref. Mais c'est pour dire qu'il faut quand même se rendre disponible, quel que soit qui on est. Voilà. Et on va pouvoir passer à la seconde partie. C'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Ton film préféré? Retour vers le futur. Ton actrice préférée? Bonne question. Virginie Fira. Très très grande comédienne. Le meilleur exemple qui est qu'on peut partir vraiment de n'importe où. Elle est partie du top 50. Présentation du top 50 musical pour devenir, je pense, à mon avis, l'une des plus grandes actrices que le cinéma français ait en ce moment, quoi. Elle est prodigieuse sur tous ses films. Je citerai Adieu les cons ou alors En attendant Beaujeanne, qui est vraiment deux films où elle excelle. Carrément, moi c'est pareil, hein, je suis amoureux de son travail, notamment dans Les enfants des autres, où elle était avec Roche Dizem à l'affiche, et où elle est terriblement touchante dans ce qu'elle fait. Et on croise les doigts pour elle, pour les Césars cette année, parce qu'elle est nommée, mais on croise les doigts pour elle. À l'heure où sort cet épisode, on a déjà la réponse, mais on y croit, Clairement. Ton acteur préféré? Vivant ou mort? Peu importe, tu peux faire les deux. Je vais te faire 3 morts. Louis de Funès, Jacques Villeray et Robin Williams. Et en vivant, je vais te dire Tom Hanks, c'est très bien. Eh ben classique, mais toujours efficace. Ouais, le mec est un dieu. Hein. Je vous invite à voir Col d'Atlas pour voir l'intégralité du talent de cet homme. Au-delà des grands sentiers battus qu'on connaît, Forrest Gump et autres. Vraiment, Claude Atlas, waouh, quelle claque. Ton réalisateur préféré? Steven Spielberg. Je pense que j'aurais pu te dire Burton avant les années 2000, mais depuis Alice au Pays des Merveilles, il s'est viandé. J'aurais pu te dire Tarantino, mais il y en a certains que j'apprécie moyennement. J'aurais pu te dire Lucas, enfin bref. Mais je pense que celui qui m'a vraiment le moins déçu, parce que je crois qu'il m'a déçu qu'une seule fois, et c'est avec Indiana Jones 4,
Et encore, la fin n'est pas de son fait, c'est George Lucas qui a cassé les couilles avec ses aliens de merde et qui nous ont un peu brisé le film. Mais dans l'idée, ouais, il m'a très très rarement déçu. Le mec fait un sans faute, enfin, c'est un génie. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Au cinéma, oh, c'était pour. Ah merde, alors attends. C'est pour les Banshees. d'Inisherin. Voilà, les Banshees d'Inisherin. Avec Colin Farrell. Quel film! Quand j'en suis ressorti, j'ai eu envie d'appeler ma sœur, j'ai eu envie d'appeler mes potes, j'ai eu envie d'appeler ma meuf. Enfin, ça a été un chamboulement de plein de choses. Parce que c'est un film qui traite de l'amitié, de la relation frère-sœur, des relations amoureuses. C'est incroyablement juste. Et j'encourage tout le monde à aller voir ce chef-d'œuvre. Ton dernier film vu hors cinéma? Ce midi, j'ai vu Pirates des Caraïbes 2. Je me le suis refait parce que, je sais pas, une envie d'ailleurs, une envie de voyage, une envie de piraterie et de combat au sabre. Mais j'ai eu le vrai grand plaisir de me rappeler de certaines scènes, mais en grande partie, j'avais oublié le film. Donc je l'ai redécouvert et j'étais en mode mais waouh! Et là, il me tarde en fait de revoir le 3. Parce qu'après, c'est de la merde. Mais en tout cas, le 1, 2, 3 sont incroyables. Et donc, ouais, c'est le dernier que j'ai vu. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel? Si tu veux un film qui m'a vraiment marqué au cinéma et qui a changé ma vie, c'est Nos Jours Heureux. Tu vois, c'est un film vraiment où on pourrait se dire Nos Jours Heureux, Toledano Nakash, pourquoi ce film a changé ma vie? J'ai été le voir quand j'avais 16 ans. Et quand je suis sorti de cette salle de cinéma, je me suis dit, mais merde, en fait, je veux que ma vie, ce soit ce que j'ai vu dans ce film. Et donc, j'ai passé le BAFA, et donc j'ai fait des études en sciences de l'éducation jusqu'à avoir un master. Donc, c'est pour te dire à quel point ce film m'a vraiment marqué. Jusqu'à mes 24-25 ans, j'étais vraiment focus là-dessus. À l'heure d'aujourd'hui, je pourrais être directeur de centres sociaux de MJC, et je dois tout à ce film, vraiment. Bon après, voilà, la vie a voulu que je replonge dans mes premiers amours qui sont la comédie, et tant mieux, hein, j'en suis totalement ravi. Et j'aime bien avoir des études en background, et ça c'est hyper important pour les jeunes qui nous écoutent. Ayez des études en background, ne plongez pas dans le monde de la comédie sans rien derrière. Très peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Ne vous plantez pas comme des cons à tout miser là-dessus. C'est important de tout miser là-dessus parce que en soi, si on ne mise pas tout sur ce métier, ça ne marche pas, mais ayez par pitié un background, parce que sinon vous allez vous planter. Mais ouais, donc Nos Jours Heureux, avec grand plaisir. Ton livre préféré? Pour les livres, je dirais Le Passeur de Lois Lowry. Alors j'explique très rapidement, c'est une civilisation futuriste, et en gros, toutes les couleurs du monde, tous les sentiments du monde ont disparu et sont possédés que par une seule personne qui s'appelle le Passeur. Toute la vie est déjà cadrée, c'est-à-dire on vous offre obligatoirement un vélo à 8 ans, vous faites telle chose à 9, à 15, vous faites tel choix, c'est obligatoire. Et en fait, on choisit dans toute cette civilisation un enfant qui sera le futur passeur. Et donc, c'est justement la relation qu'il y a entre le vieux passeur et le nouveau passeur, quand il transmet les émotions, la couleur à cette personne. Voilà, c'est toute la beauté de ce livre. Ils ont tenté de faire un film qui est une merde absolue. C'est bien dommage, mais je vous encourage à lire le livre. C'est incroyable. Ton plat préféré? Ah, le couscous, oui, oui, oui. J'aime beaucoup les plats conviviaux. C'est-à-dire un plat où on le fout au milieu de la table et tout le monde mange. C'est-à-dire que je n'en ai pas un qui est à la cuisine en train de faire popote et que tous les autres s'amusent sans lui, etc. Moi, ce que j'aime, c'est la convivialité. Donc, tout ce qui est conviviaux, raclette, fondue, couscous, pierrade, voilà. Moi, c'est ces plats-là. Moi, c'est les plats de copains que j'aime beaucoup. Cassoulet, enfin bref, une potée, c'est ça que j'aime. Ton jeu vidéo préféré? Je vais dire les jeux qui viennent de chez Quantic Dream. Donc, c'est-à-dire Heavy Rain, Detroit Become Human. Ouais, c'est vraiment incroyable le travail qu'ils font. C'est des jeux narratifs. Alors, c'est comme un peu des films, donc ça se trouve, on y retrouve là-dedans parce que c'est aussi des jeux films. Mais après, c'est aussi des jeux que je consomme et que je dévore en une seule fois. Donc, je ne peux pas éteindre ma console tant que le jeu n'est pas fini, ce qui fait que des fois, je joue 20 heures d'affilée parce que j'ai envie de connaître ce qui se passe à la fin, quoi. Donc, et ce qui me fait pas la même chose, par exemple, avec The Last of Us, qui est aussi un de mes jeux préférés, où là, je peux couper parce que voilà, le jeu est segmenté pour qu'il se passe une intrigue, et puis après une deuxième, puis après une troisième, bref. Et quand je termine une intrigue, je peux dire, OK, je me pose. Mais je ne veux pas et je ne peux pas rester sur un suspense, tu vois. Je veux toujours savoir ce qui se passe. Donc, ouais, dans les jeux de Quantic Dream et éventuellement, effectivement, les The Last of Us qui sont ouf.
La dernière, ton meilleur souvenir de tournage? Mon meilleur souvenir de tournage, je dirais que c'est sans doute le premier, celui sur OSS 117, numéro 3, avec Jean Dujardin. C'est quand on a fait la première fois la scène avec Jean, parce qu'on n'est que tous les deux à faire cette scène, et que on se retrouve avec un plateau mort de rire, un Nicolas Bedos comme un gosse derrière son écran, son combo pour dire que c'est super ce qui s'est passé. En gros, je fais une vanne de geek qui est potentiellement incompréhensible des gens de notre génération, parce que c'est vraiment un truc très poussé, etc. Tu vois. Et pourtant, de la manière dont elle est dite, de l'énergie que l'on met tous les deux à le faire, ça crée quelque chose de cool. Et donc, ouais, ça a été un souvenir fou, vraiment, parce qu'on était aux larmes quand on a ri sur ce truc-là. Et on ne sait pas pourquoi, hein, parce que c'est vraiment une vanne. Tu me la dirais, je vois pas pourquoi je rirais. Mais là, il s'est passé un truc qui est propre au cinéma, propre à l'image, propre à un projet artistique. On a eu un moment de grâce et c'était vraiment cool. Donc, je dirais celui-là. On va enchaîner avec la troisième partie, originalement appelée la troisième partie. C'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. On peut te retrouver actuellement dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Comment t'en es arrivé sur ce film-là? Comment s'est passé le tournage? Le tournage s'est passé sur 10 jours. Moi, je joue Pain-de-Mix, le boulanger du village. Et en gros, j'ai la Dircast que je connaissais qui m'a mis directement sur le plan parce que c'était un tout petit rôle. Quand je dis vraiment tout petit, c'est qu'on me voit dans le film 20 secondes à tout péter, quoi. Mais c'est quand même cette fierté de se dire « je suis dans la BD ». Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je lisais les Astérix, quand j'étais gamin, à aucun moment je me serais vu dans une case de cette bande dessinée, et encore moins au banquet. Il faut savoir que j'ai une très grande admiration et mon envie profonde, c'est d'un jour de jouer Obélix, parce que c'est un personnage qui me touche, parce qu'il a ma morphologie et que finalement, très peu de personnages, comme j'ai dit déjà au cinéma, sont comme moi, mais alors dans les dessins, c'est aussi le cas. Et donc, je me retrouve en lui et moi, j'ai toujours eu une appétence. Alors, pas tout de suite, hein, mais je sais pas moi, dans 10, 20, 30 ans, si ma carrière marche bien, de vouloir jouer Obélix, c'est un de mes rêves. Et donc là, d'être dans le village gaulois, au banquet final, à manger du sanglier avec toutes ces restas, on était 46 autour des tables et on n'était que 6 inconnus. T'imagines, toi? Moi, je fais partie des 6 mecs que personne ne connaissait à l'époque. Et j'ai trouvé ça fou de me dire que, enfin, pourquoi moi? Il y a même un côté pourquoi moi, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que je suis là et pas un autre et autres? Mais à un moment donné, c'est du plaisir en barre, c'est de l'adrénaline, tu t'auto-récompenses. Parce que c'est un tournage où vraiment tu te dis jamais j'aurais pensé être dans un Astérix à un moment donné dans ma carrière. Et finalement, je suis au générique de celui-là. Après de grands noms comme Lelouch, Canet, Cotillard, Pierre Richard. Tu vois, il y a quand même une sacrée liste, quoi. Et il y a mon nom qui apparaît. Donc je suis heureux. Peut-être bientôt en Obélix, du coup. On y croit. Moi j'ai toujours dit, si vous avez besoin d'un Obélix jeune, c'est-à-dire jeune adulte, je serais toujours chaud pour le faire. Là, dans celui-là, ils font un jeune enfant. Ouais. Donc voilà. J'ai été vraiment surpris parce que j'ai pu te voir dans Le Pire Gendre, caméra cachée de Greg Guillotin. C'est vrai que j'ai suivi énormément ses off. Il a sorti, je crois, une dizaine d'épisodes en off. Et du coup, c'est vrai que ça a été un projet assez chaotique pour lui. Il a passé, je crois, il disait 1 an et demi, 2 ans de galère. Si tu vas de la première ligne d'écriture à la réalisation, finalisation et le montrer en direct, il y a 2 ans. T'as ressenti sur le tournage une certaine tension quand même ou pas du tout? Pas la première fois, parce que il faut se dire que moi, j'ai jamais fait de caméra cachée. Donc, je suis à la fois dans l'appréhension, en mode est-ce que je vais pouvoir réussir à tenir 2-3 heures, on va dire, de caméra cachée, c'est-à-dire être réactif. Et c'est là où, par exemple, le théâtre d'improvisation m'a énormément servi, parce qu'on a un script de 70 pages écrit, c'est-à-dire qu'on sait les conneries qu'on va dire, pourquoi on les dit, etc. Mais sauf que, à la différence, c'est que nous, c'est une pièce de théâtre, mais que les gens qui sont dans la pièce de théâtre ne savent pas qu'ils sont dans une pièce de théâtre. Pour eux, c'est la vraie vie. Et c'est pas évident, en fait,
de faire la séparation des deux. En tout cas, pour eux, c'est même quasiment impossible. Et donc, il faut tenir le choc. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce qu'une caméra cachée, c'est une certaine somme d'argent qui est assez colossale. On ne peut pas couper, quel que soit ce qui se passe, en mode stop, stop, stop. Parce que, par exemple, la première, Eugène pète quand même une bouteille et nous court avec un tesson de bouteille. Donc, on peut se dire qu'il a quand même une petite envie de nous plantouiller gentiment, tu vois. Et je peux dire que n'importe quel parent, peut-être, peut avoir cette réaction-là par rapport à ce qu'on dit de sa fille. Ça, je l'entends, tu vois. Et après, il reprend la raison. Mais ouais, le souci, c'est que oui, on a dû... et ce qui n'avait jamais été fait par Greg. Greg n'avait jamais retourné des caméras cachées. À chaque fois, il prenait la première et c'était réglé. Là, on a dû le refaire une deuxième fois. La deuxième fois, c'est très mal passé dans le sens où les parents n'étaient pas du tout réactifs. Donc, on a dû le refaire une troisième fois. La troisième fois, les parents ne sont pas venus à 3 jours du piège. Donc, finalement, on a dû tout annuler. Mais on avait quand même déjà réservé la baraque, etc. Donc, c'était une perte d'argent sèche. Bref, donc ça, c'était délette. Et on a dû le refaire une 4e fois, et là c'est la 4e fois avec justement la famille de Leslie que j'embrasse très chaleureusement parce que ce sont des gens adorables. T'es également sur Twitch, sur le stream notamment. Le stream. Avec tous les copains du Récap. C'est ça. Et Récap, et puis t'étais passé chez Allociné également. Ouais, exact. Ouais, j'ai eu la chance d'être appelé par Johan Sardet, qui est le patron d'Allociné, donc Michel et Michel, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et il m'a fait cette proposition, étant donné qu'ils sont en partenariat en fait avec Le Stream, qui est une chaîne de chez Webedia que je vous invite à voir sur Twitch. Voilà, entre autres, moi je suis dans l'émission du Récap et d'Allociné. Oui, on est une émission qui parle en fait de l'actualité, de la pop culture, en règle générale, tous les jours, de 18h à 20h, entre autres, avec les copains Maxildan, Jiraya, Zulu, Sunday, Genius, enfin bref, toute la bande de joyeux copains que nous sommes. Et donc, on décortique l'actualité tous les soirs, on se marre bien, et on est suivi en moyenne par... On est la web TV là, qui marche le mieux en France, c'est pour dire. C'est comme si on était chez TF1. Donc, tu vois, pour la télévision, c'est pour se donner une idée un petit peu de l'impact que peut avoir cette émission et cette chaîne. Et donc, on essaie de la faire vivre tant bien que mal tous les jours, ce qui n'est pas si simple. Et à côté de ça, j'ai mes streams personnels, donc sur ma chaîne Twitch, T'Étienne, où je fais des jeux tout seul, où on peut discuter de la vie et échanger, toujours dans la dynamique du partage entre humains, quoi. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est-à-dire que quand je fais ces émissions, j'ai toujours le but de me dire que les gens qui regardent sont avec nous. C'est comme une bande de copains, tu vois, on se donne un rendez-vous et on se rencontre et on discute et on se marre. Mais ça se voit à l'écran en tout cas. Je te remercie, c'est cool. Et avec tout ça, tu trouves encore le temps de dormir? Dormir, c'est un bien grand mot. Mais le problème, en fait, de ce métier, qui n'est pas vraiment un problème, ça c'est ce qu'on appelle un problème de riche. Dans l'idée où j'imagine le métier comme une vague. Et moi, j'ai de la chance, c'est qu'en ce moment, je suis en train de surfer en haut de la vague. Et donc, il ne faut pas que je redescende de cette vague. Et donc, ça s'entretient. C'est un métier. Oui, c'est un métier. Hein. C'est un truc de tous les instants. Il faut être partout à la fois. Il faut que les gens pensent à toi. Il ne faut pas se faire oublier parce qu'en plus, on est dans une société où tout se zappe très, très vite. Et les gens également, et les relations des fois aussi amicales. On pensait que ça durerait toute une vie, absolument pas. Donc il faut toujours être présent, ce qui implique du temps, ce qui implique de l'énergie, et il faut arriver toujours en fait à se répartir entre la vie professionnelle et la vie personnelle, chose que j'essaye de faire tant bien que mal. Est-ce que j'y arrive? Oui et non, mais j'ai la chance d'avoir une compagne incroyable qui comprend très bien mon métier et bien sûr des amis et une famille formidable qui me soutiennent, donc c'est cool. On va pouvoir avancer à l'avant-dernière partie. C'est l'heure de la partie 4, c'est l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Donc on va jouer à un petit jeu. Alors j'ai absolument aucun mérite, d'accord, j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult. Ouais, je connais, c'est un excellent jeu de société. Et donc pour nos auditeurs, c'est juste tout simplement des réelles critiques de films qui ont été publiés sur internet et qui fustigent un film. Et en fait le but c'est, on lit la critique et il faut trouver le film, tout simplement. On y va. Michael Jordan est un sportif hors norme, mais un acteur lamentable. Ouais, c'est Space Jam, non? Ouais, c'est ça, trop facile, film de 96. Ouais.
Michael Jordan, il n'a pas fait 15 000, hein, Oui. donc je vais pas te mentir, ça va vite. C'est ça. C'est la première question, c'est pour y aller Mais tranquille. le film était bien, hein. Moi, je suis désolé, je garde un excellent souvenir. En plus, les Looney Tunes, ça me manque de ouf. Ouais, peut-être un peu moins le 2. Ah, le 2 est à chier. Ouais. Le 2 est une sombre merde. Et en plus, LeBron James le dit. Mais pourquoi on fait un 2? Eh ouais, frère, pourquoi tu fais un 2 pour le fric? On le sait très bien, alors s'il te plaît. Les parents irresponsables de ce sale gosse méritent davantage d'aller en prison que ces deux abrutis de cambrioleurs. Ah, c'est Maman, j'ai raté l'avion? C'est ça, film de 90 de Chris Columbus. Exceptionnel. Ouais, que ce magnifique. soit le 1 ou le 2. Ouais. Enfin, c'est des vrais films de Noël que tout le monde revoit 20 fois. C'est par Madeleine an. de Proust, ça, clairement. C'est ça, c'est ça. C'est Maman, j'ai raté l'avion était à ce que les gendarmes à Saint-Tropez sont à l'été, tu vois. Ouais, carrément. Voilà, c'est des films qu'on revoit au moins une fois par an et on a toujours plaisir à les revoir. Troisième. Je n'ai toujours pas compris l'intérêt de ce film, mis à part le fait d'apprendre que le bonhomme était bègue. Le sujet de ce film aurait pu être traité dans un docu de 15 minutes sur LCI. Ah, c'est le discours de mon roi, non? Le discours d'un roi, c'est ça, de 2010 Ouais, de Tom c'est- Hooper. Ah bah c'est un film d'auteur, effectivement, et le mec a quand même bien résumé le film aussi, hein. C'est quand même un mec bègue et on va lui apprendre à ne plus bégayer, donc ok, c'est très joli, c'est très sympa, c'est un grand film, mais bon, si vous y allez pour des pampans et des blagues, non, bah passez votre chemin, hein. C'est vrai que c'est plus un film qu'on peut appeler de cinéphile, tu vois, faut vraiment être dans une démarche Télérama, on a 2 heures, on veut se poser, on veut tester d'autres choses, voir nos limites. Mettez ce genre de film, c'est bien. Aïe, impeccable. On s'en fait pas une 4e pour le plaisir, là? Allez, vas-y, je sors mon jeu et on est parti. Allez, vas-y, une petite dernière pour le plaisir. Une petite comédie française. Toi le chinois, t'es comme si. Toi le musulman, t'es comme ça. Oui, mais toi, le juif, t'es comme ceci. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bah, je vais pas mentir, le 1, j'ai trouvé intéressant. Mais c'est comme les Tuches. Le 1, j'ai trouvé intéressant. Et après, c'est une hécatombe sans nom. Voilà. Mais les Tuches 1 sont très bien. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 est très bien. Mais derrière, ouais, non, encore une fois, le pognon fait que malheureusement, ça détruit, j'imagine, les œuvres. Et bon, bah, je trouve ça un peu compliqué. Mais après, ça fait toujours leurs chiffres, hein. Il faut pas se mentir et il faut se rappeler une chose. On peut critiquer ces films-là sur plein de points. Mais c'est des films locomotives, c'est-à-dire que le cinéma français a besoin de ce genre de film parce que sur un billet de ticket de cinéma, le CNC reprend un certain pourcentage qui remet dans la machine cinéma. Et entre autres, c'est pour la création de petits films, souvent pour des premiers films faits par des jeunes réals. Donc on a besoin de cet argent, voilà, qui est donc pompé par des grosses comédies que tout le monde attend, bien sûr qui ont des travers, etc. Mais elles sont nécessaires pour le bien du cinéma. On est l'un des rares pays à pouvoir faire ça. Ouais, mais carrément. C'est un cercle vertueux de toute façon, le cinéma, et on est terre de cinéma ici en France. Et moi, je me tue à le dire que aller voir des films. Et il est déjà l'heure de se quitter. On va pouvoir passer à l'ultime partie. C'est l'heure de la partie 5. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Tout d'abord, merci infiniment, Ted, pour ta confiance et puis surtout de t'être prêté au jeu. Voilà, on se connaît pas et puis t'as accepté, très très rapidement. On peut te retrouver actuellement dans alibi.com 2, Astérix, l'Empire du Milieu, et sur le stream, entre autres. Exact. Tout à fait, sur Twitch. Est-ce que tu as des projets dont tu peux parler prochainement qui vont arriver? En ce moment, moi, je suis sur le tournage d'une série pour France 2 qui s'appelle Sim Coleman, où je suis second rôle avec Jean-Michel Tinivelli pour France 2. Je vais avoir la série Ticoun, où je suis second rôle aux côtés de Vincent Lindon. On va parler de l'affaire de la taxe carbone, voilà, qui était un gros sujet. Et donc, c'est réalisé par Giannoli, qui a été donc le réalisateur de Illusion perdue, qui a gagné XX César aux dernières nominations. Donc, cette série est très attendue, donc on verra un peu ce que ça donne. Il y a Ramsey également dedans. Bien sûr, le récap, toujours, hein, chez le stream. Vous pourrez nous retrouver sur Twitch, donc n'hésitez pas. Je suis égérie d'un court-métrage qui permet de lancer un message pour lutter contre la grossophobie, également, qui ravage un petit peu notre société, dans le sens où dès qu'on est différent, on est un peu stigmatisé. Donc il y a un court-métrage là qui va sortir entre autres pour la journée nationale qui est donc le 4 mars prochain et qui est réalisé par Jérôme Généfray,
Voilà, qui entre autres était celui qui a écrit La Nuée. Je sais pas si vous avez vu ce film de genre, qui est plutôt intéressant à voir, donc n'hésitez pas, régalez-vous. Bon bah voilà, l'émission touche à sa fin et Ted, je voulais infiniment te remercier pour ta présence et pour ton temps si précieux, on l'a compris. Bah non, merci à toi. Merci pour ton invitation. Ça a été un bon moment, un bel échange. Je voulais également te souhaiter une bonne continuation et te souhaiter tout le meilleur, vraiment. On ira te voir partout où tu seras, on te suivra dans tous tes projets et merci encore. Salut Ted. Ça match. Eh bah porte-toi bien. Salut bro.